Bienvenue sur Ici Écho. Le gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, multiplie les rencontres à Londres avec plusieurs responsables de banques correspondantes collaborant avec les banques libanaises et la Banque du Liban. L'objectif de ces réunions est de limiter les répercussions d'une éventuelle décision défavorable du groupe d'action financière GAFI, à l'approche de la réunion cruciale où sera évaluée la conformité des pays aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. De son côté, le Liban attend avec appréhension l'issue de cette réunion qui se tiendra à Paris le 24 octobre et qui décidera de son éventuelle inclusion sur la liste grise des pays non conformes aux mesures anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Cette décision dépendra toutefois des développements récents et des efforts de dernière minute. Dans un autre contexte, le Conseil exécutif du syndicat des enseignants a convoqué des assemblées générales pour le 20 septembre afin d'obtenir l'autorisation d'agir en défense du fonds de compensation des enseignants des écoles privées, notamment en ce qui concerne les indemnités des enseignants et leurs pensions qui ont perdu de leur valeur à cause de la crise financière. Cela se fait suite à l'insistance du Premier ministre par intérim, Najib Mikati, à ne pas signer le décret de nomination du nouveau conseil d'administration pour le fonds, en ignorant les appels du syndicat à relancer ce fonds. La nomination d'un nouveau conseil permettrait de mettre en place un plan de sauvetage financier qui préserverait les indemnités des enseignants et restaurerait progressivement les pensions des enseignants retraités. Le gouvernement par intérim n'a également pas publié le décret augmentant la contribution des propriétaires d'écoles au fonds, ce dernier continuant de payer selon l'ancien barème salarial devenu obsolète. De plus, le protocole entre le syndicat de l'Union des établissements scolaires visant à augmenter les pensions des enseignants retraités n'a toujours pas été renouvelé. Durant cet épisode, nous analyserons les répercussions potentielles d'une décision défavorable du GAFI et l'impact de l'inclusion du Liban sur la liste grise des pays non conformes aux mesures anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme avec le professeur d'économie à l'université libanaise Jassem Aja. Professeur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. L'honneur est pour moi, Monsieur Maurice. Merci pour votre invitation. Bien voilà, nous allons parler des récentes actions du gouverneur par intérim de la Banque du Liban, Wassim Mansouri. Celui-ci a reçu des assurances sur la stabilité des relations entre les banques correspondantes, le secteur bancaire libanais et la BDL, même en cas d'inscription du Liban sur la liste grise. Le GAFI souligne que les poursuites judiciaires au Liban ne répondent pas pleinement aux menaces et aux risques, notamment en matière de contrebande, d'évasion fiscale et de trafic de drogue. Que faut-il faire pour améliorer cette situation? Monsieur Maurice, faudrait-il tout d'abord en fait mentionner le fait que en réalité la problématique principale qui a été en fait citée par FATF dans son rapport de décembre 2023 est que le blanchiment potentiel donc d'argent pourrait venir du secteur non financier. Ce secteur, là où le gouverneur ou la banque centrale n'ont, je dirais, quelque part aucune autorité. Et donc, par conséquent, c'est le secteur commercial qui en est à l'origine, principalement. Je pense qu'il a été mentionné de façon assez claire que tout ce qui est précieux métaux était sujet à, je dirais quelque part, des menaces de blanchiment d'argent et le volume est assez important. Et ça, je l'avais dit, je crois, avec vous dans une épisode précédent, que le volume en fait du cash au Liban ne permettrait pas en fait de fermer l'œil sur de telles pratiques. Et c'est pour cette raison, je pense que l'inclusion sur la liste grise, c'est un must. On peut pas en fait l'éviter, hein, quoi qu'on fasse. En revanche, concernant la relation avec les banques correspondantes, je pense que c'est une situation assez logique qu'on garde le minimum avec bien entendu une surveillance assez poussée, assez approfondie, vu que le mécanisme est assez clair. Je suis un
un commerçant, je prends, je ne sais pas, une mallette pleine d'argent cash, je vais à la banque, je leur dis, je vais importer des biens et services de l'extérieur, j'envoie cet argent aux banques européennes en premier lieu et aux banques américaines en deuxième lieu. Et donc, là, le problème, parce que le Liban est devenu comme une sorte de fenêtre d'introduction d'argent sale dans le système international, dans le système financier international. Et c'est pour cette raison, je pense que le problème n'est pas résolu. Et tant qu'il n'y a pas de réforme au niveau du gouvernement sur le contrôle de l'argent liquide au Mhm. Liban, je pense que le problème n'est pas résolu et il ne va pas être résolu. Alors les conséquences sont assez dramatiques, surtout en ce qui concerne le temps et le coût. Mhm. Donc le temps va s'allonger et le coût va augmenter obligatoirement pour toutes les transactions. Et disons, je prends un cas assez simple, quelqu'un qui veut envoyer de l'argent à son fils qui est en train d'étudier en France, il va être sujet à beaucoup de contrôle et vérification des sources d'argent. Et ça va être très difficile parce que même si on n'a pas participé à des activités illégales, prouver l'origine de l'argent, vous le savez, Monsieur Maurice, plus que moi, au Liban, c'est pas si évident que ça. Pour lutter contre l'économie liquide, ou bien ce qu'on appelle cash economy, la BDL a lancé la circulaire 165 autorisant l'ouverture de nouveaux comptes en espèces, en dollars, en livres libanaises, facilitant ainsi les virements électroniques et réduisant la dépendance au liquide. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes pour lutter contre le blanchiment d'argent? Je ne le pense pas honnêtement, Monsieur Maurice. La raison est très simple. Du fait que quand vous allez ouvrir un compte frais, fresh account, la question qui se pose, d'où est-ce que vient cet argent? Hmm. Mais c'est de l'argent liquide. Donc c'est la même chose qu'on est en train de légaliser en réalité l'argent sale. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il pourrait y avoir, je dirais comme on a fait en Italie à un moment donné, c'est de dire tout simplement que, viens, euh, vous avez de l'argent en fait sale, on sait que cet argent, si au moins n'est pas sale, c'est un argent où c'est de l'argent suspect. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 20% de la somme et on va légaliser cela. Et Mhm. donc, cet argent va gérer quelque part pour financer soit la lutte contre le blanchiment ou Mhm. vers les déposants, ou etc., etc. Donc, l'idée principale, c'est qu'on n'a pas réglé le problème du cash et l'origine de l'argent. Et Mhm. là, on le sait très bien, il y a beaucoup de dollars sur le marché et une bonne partie, on ne sait pas d'où est-ce que vient Mhm. cet argent. Passons au sujet du projet de loi du budget 2025. Ce projet de loi a été envoyé au Conseil des ministres et sera étudié probablement à partir du 10 septembre. Donc, est-ce que vous pensez que ce projet de loi s'inscrit encore une fois dans la continuité des budgets précédents, donc sans réforme ni réduction du déficit? Quel est votre avis à ce sujet? Ouais, je pense que en fait, c'est presque impossible, je dirais quelque part, avec ce budget, de reprendre la main sur les finances publiques. Hmm. C'est très difficile. Et c'est un budget déficitaire, même s'ils disent qu'il n'y a pas de déficit, c'est un budget déficitaire obligatoirement. D'ailleurs, dans le projet de loi, Monsieur Maurice, ce qu'ils font, ils autorisent le gouvernement à mettre Hmm. des obligations livres libanaises. Je ne sais pas qui va souscrire à ces obligations, mais en fin de compte. Et donc, c'est une reconnaissance Hmm. que vraiment, il va y avoir un déficit. Hmm. Deuxièmement, donc, dans ce cadre, il n'y a pas eu de réforme. Donc, avoir des réformes importantes au niveau, que ce soit de l'économie, des finances publiques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Prenons le cas, par exemple, du secteur public. Le secteur public va souffrir. Il va souffrir, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des écoles, donc tout ce qui est école publique, donc ça va souffrir. Hmm. L'université libanaise, donc il va y avoir vraiment un vrai problème à ce Hmm. Hmm. niveau. Hmm. Même Hmm. s'ils ont augmenté les dépenses, mais ce n'est pas suffisant. Monsieur Maurice, juste pour le signaler, avant la crise, on était à 17 milliards de dollars de budget. Aujourd'hui, on est avec le projet de loi 2025 à 4 milliards de dollars. Donc, on est encore loin de ce qu'on était avant. Et ça,
c'est un vrai problème. Le gouvernement n'a pris je dirais, aucune action visant, je dirais, à avoir sa souveraineté financière sur le territoire libanais. Mm. Prenez le cas, par exemple, de tout ce qui est évasion fiscale. C'est inimaginable. Je dirais quelque part, on est en train de travailler avec le cash et tout se passe sous le nez du ministère des Finances sans aucun contrôle. Mm. Comment allons-nous faire? Donc, Mm. je dirais quelque part, c'est un peu quelque part symbolique. On a émis un projet de loi dans les délais constitutionnels, mais c'est tout quoi. Enfin, Vous il va dites y quoi? avoir cet C'est impôt. clair, vous dites quoi à propos de l'importance de l'orientation des dépenses publiques au niveau de ce budget-là? Ben, c'est en fait c'est un survival mode, c'est-à-dire on est en train d'essayer de survivre. Je dirais quelque part, le secteur public ne peut pas survivre avec cela. D'une part, on est en train d'importer des biens et services à des prix largement au-dessus de ce qu'on est en train de toucher Mm. dans le secteur public en ce qui concerne les employés et les fonctionnaires. Mais de l'autre côté, en fait, on est en train toujours de payer des salaires qui ne suffisent pas. Et c'est pour cette raison que le secteur public est en train de travailler à l'extérieur. Donc, Mm. tous les employés sont en train de travailler dans le secteur privé pour pouvoir, en fait, combler le manque à la fin du mois. Mhm. L'idée de base, c'est que même les projets, les programmes d'investissement, ce qu'ils appellent en fait en libanais al-baramij al-istismari, donc tout ça, c'était tout simplement shifté. Donc en 2025, il n'y aura aucune dépense. Vous le savez très bien, avant la crise, on était à 32% en ce qui concerne le PIB. Le PIB était de 45 milliards, on était à 32%. Donc 32%, ça boostait l'économie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y a un vrai problème à ce stade. Je pense que ce n'est pas étudié et ce n'est pas avec ces mesures qu'on pourrait en réalité sortir de la Mm. crise. Aussi, il semble que le taux de change dans ce projet soit à peine mentionné, sauf en ce qui concerne les impôts sur les revenus. Encore une fois, l'histoire de l'unification du taux de change. Pourquoi n'y a-t-il pas une unification de ce taux de change? Et quelles sont les Ben, conséquences? c'est une question extrêmement importante dans le sens où il y a une fuite donc de l'unification du taux de change, et Mm. ça c'est clair, parce que les déposants ne peuvent pas retirer leur propre argent au taux de change fixé par la Banque centrale. Mais vous avez mentionné un point extrêmement important, le fait qu'il a été mentionné dans le cadre de tout ce qui est comme impôt sur les revenus. Et là, c'est un vrai, en fait, je ne sais pas, c'est un tour de magie ou je dirais quelque part, c'est une mise de main pour mieux contrôler le taux de change. Ce qu'ils ont fait, en fait, en réalité, c'est qu'ils ont donné à la Banque centrale la possibilité de fixer le taux de change tout en utilisant les instruments de la politique budgétaire pour ce faire. Et ça, c'est extrêmement dangereux, Mm. que ce soit en fait avec les demandes du Fonds monétaire international ou avec l'esprit du marché libre. Comment allons-nous libérer ou rendre libre le taux de change alors qu'on est en train de le fixer par la Banque centrale? C'est-à-dire que si, pour une raison ou une Mm. autre, le dollar venait à augmenter face à la livre libanaise, dans ce cas, tout simplement, ce qu'il va faire la Banque centrale, c'est qu'elle va augmenter ou hausser le taux fixé par elle. Et ensuite, il va y avoir une récupération au niveau des impôts, des factures récoltées par le gouvernement. Il va y avoir en fait une somme plus importante. Et donc, ils sont en train d'absorber la liquidité au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose, Mm. vraiment, c'est une sorte de fixation Mm. temporaire. Mm. Elle peut pas durer trop longtemps. Donc, je pense qu'on est en train de prendre des risques importants à ce Donc, niveau. vous avez bien mentionné que l'utilisation du taux de change pour calculer l'impôt sur le revenu en monnaie étrangère pose des complications, notamment un contrôle sur ce taux.
Pouvez-vous expliquer cette relation entre les différentes politiques? Donc, on parle ici de la politique monétaire et de la politique budgétaire. En principe, en général, Monsieur Maurice, la politique monétaire est indépendante. On donne de l'indépendance à la Banque centrale pour qu'elle fixe le taux de change selon les données du marché, Hmm, mais aussi les données des finances publiques. Le problème, c'est qu'ici, il y a une sorte je dirais quelque part, de collaboration qui n'est pas habituelle au niveau du marché entre la politique budgétaire et la politique monétaire, quitte à ce qu'on donne à la Banque centrale la liberté de fixer le taux qu'elle pense que c'est bien, enfin c'est conforme, mais en même temps, on a mis à sa disposition l'outil, ou je dirais quelque part les outils de la politique budgétaire, comme les impôts. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'on a mélangé deux politiques qui, en principe, devraient être par conception indépendante pour garantir la transparence à ce niveau. Aujourd'hui, ce qu'on dit qu'il y ait comme réserve ou à la limite de l'argent en monnaie étrangère à la Banque centrale appartient à qui ça? hmm. Ça appartient à qui? Ça appartient au gouvernement, bien entendu, n'est pas à la Banque centrale. Bien entendu, j'enlève les réserves obligatoires qui sont de l'ordre de 8 milliards et quelque chose, mais vraiment, ça appartient au gouvernement. Hmm, Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire à ce niveau? hmm, Rien. Vous savez, on est en train d'accumuler des sommes astronomiques au niveau du compte du gouvernement à la Banque centrale, mais sans qu'il y ait vraiment une vraie bénéfice de cela. hmm, Par exemple, au mois d'août, on parle de quelque chose comme 800 millions de dollars récoltés ou achetés par la Banque centrale au niveau du marché. hmm, Donc c'est quelque chose, je pense que c'est hmm, hmm, extrêmement hmm. dangereux ce qu'il est en train de Ah, faire, et c'est une sorte de fixation de la situation actuelle, mais elle est temporaire, elle ne peut pas perdurer. encore un dossier qui est aussi important, la restructuration du secteur financier. En ce qui concerne ce dossier-là, quel est votre point de vue sur les dernières propositions? Bah, le gouvernement, en fait, n'a pas changé de stratégie, hein. Donc Ah, sa stratégie, ça a bien elle est commencé assez. avec le gouvernement de Hassan Diab, ça continue avec le gouvernement de Najib Mikati. Je pense que, en fait, la stratégie n'a pas changé. C'est de fermer les banques actuelles et, bien entendu, ouvrir de nouvelles banques. Hmm. On parle de 5 banques, peut-être distribuées selon la confession, etc., etc. Donc, et le pouvoir. Mais peu importe. En tous les cas, ça Donc, ne marche pas. vous voulez me dire que le but de toutes les propositions qui ont été présentées, c'est de faire disparaître ou bien les banques qui existent maintenant et les remplacer par de nouvelles banques. Ça, c'est clair. Exactement, exactement. Je pense que le vrai problème, c'est le problème de la dette publique. Si on veut en fait supprimer cette dette publique, c'est assez clair, il faut faire disparaître le créditeur, donc à savoir les banques. Hmm, Et ça, on sait que le Conseil de l'État avait annulé à un moment donné la décision du gouvernement de supprimer sa dette. hmm. Donc, il ne reste qu'une seule possibilité, c'est vraiment tout simplement que les banques fassent default. Et dans ce cas, bah, c'est Ah, très simple, la dette disparaît. hmm. Et ça va être en fait Donc, vous voulez me dire que ça a au commencé, cela a bien commencé avec la décision du défaut de paiement qui a été prise par le gouvernement de Hassan Diab. Absolument, absolument. Je pense que, et là aussi, il faut mettre les points sur les i. Franchement, je ne pense pas que la personne de Hassan Diab elle-même qui avait pris cette décision. Non, je pense que c'est une décision encore plus grande que le Hmm, gouvernement de Hassan Diab à cette époque. Et donc, c'est une décision qui a été prise par des forces politiques hmm, et donc a été imposée au gouvernement. Ce qui en témoigne ou ce qui prouve ceci, ce sont en fait les rencontres que Hassan Diab, quand il était Premier ministre, avait fait avec les responsables du secteur bancaire. Il avait dit à cette époque, non, je ne ferai pas de défaut hmm. de paiement. Et ensuite, il a pris la décision avec le gouvernement, ce qui fait dire que tout simplement, c'est une décision des forces politiques, Donc, malheureusement. vous voulez me dire que la décision de la liquidation du secteur bancaire libanais a bien commencé avec le défaut de paiement
et le gouvernement de Hassan Diab et ce que présente le gouvernement de Najib Mikati n'est pas aussi différent. Je ne sais pas si je pourrais dire que ça a commencé, mais en tous les cas, ça se voit qu'il y ait toujours en fait un boost. Et donc le gouvernement, dans tout ce qu'il avait proposé, que ce soit au niveau du gouvernement de Hassan Diab ou de M. Miati, Hmm. donc c'est toujours la même chose, on a la même problématique, c'est qu'on pousse vers tout simplement le défaut des banques. Et ça, c'est inadmissible dans le cas où en fait ces banques ou plutôt ont l'argent des déposants. Hmm. Vous savez, Monsieur Maurice, l'année dernière, en 2023, plus que 500 banques américaines avaient déposé le bilan. D'accord? Et donc ça, c'est Hmm. quelque chose de tout à fait normal dans une économie normale, puisqu'il y a un système qui garantit pour les déposants leur argent. Mais dans notre cas, si on décide, par exemple, de liquider les banques libanaises, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent des déposants? Comment on va le sauver? Avec un fonds qu'on ne sait pas comment il va être rempli, c'est un tout petit peu, je dirais quelque part, c'est pas acceptable. Je dirais quelque part, s'il y a des responsabilités, faites en sorte que les responsables soient jugés devant la justice, mais vous ne pouvez pas toucher à la structure des banques tant qu'on n'a pas rendu l'argent des déposants. Et ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, je pense que, et j'insiste sur ça, pousser les banques à déposer les bilans par le biais de lois ou je ne sais pas quoi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et va avoir un impact aussi grave et pour une très longue période Hmm. que la décision du gouvernement de Hassan Diab Hmm. concernant le défaut de paiement. Pensez-vous qu'il y ait des pressions internationales sur la classe politique libanaise pour effectuer des réformes, notamment en lien à ce qui se passe aujourd'hui et les tensions actuelles au sud du Liban? Je le pense depuis longtemps, c'est que ces pressions existent. Hmm. Le problème, c'est que les comptes, les calculs de la classe politique diffèrent des calculs de la communauté internationale, dans le sens où la communauté internationale réclame des réformes aussi qui touchent un tout petit peu à la politique. Par Hmm. exemple, faire respecter les frontières, garder les frontières contre tout ce qui est contrefaçon, etc., etc., bah, ça a des conséquences politiques. Je dirais quelque part, ça se Hmm. mélange Hmm. avec la politique. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Ou à la limite, quand on parle je dirais, combattre la corruption au niveau de l'administration, ce qui a été mentionné dans le rapport du FATF du décembre 2023, Hmm. bah, ça touche aussi, je dirais, quelque part des politiciens. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Je pense quelque part que les pressions existent toujours, mais la classe politique n'a pas encore en fait accepté ou n'a pas pris Hmm. une décision assez claire à ce stade. De même, actuellement, on entend parler de nouvelles sanctions américaines à l'encontre de personnes et d'entreprises libanaises suite aux affrontements entre les Hezbollah et Israël. Euh, quelles seraient les répercussions sur l'économie libanaise, donc le système bancaire libanais, si de nouvelles sanctions seront donc déclarées? Bah, je pense qu'il y a un certain nombre de sociétés donc, qui ont selon les informations qui sont dans la presse, Hmm. qui ont travaillé avec le Hezbollah et donc par conséquent, donc, ces entreprises sont sujettes à des sanctions américaines. L'idée de base, c'est que si ça se limite à ces entreprises, bah, ça va être en fait des entreprises en plus. En revanche, si ça s'étale quelque part, bah là, et surtout avec l'argent liquide qui se propage, et vous le savez très bien que l'administration américaine, euh, 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 comment dirais-je, étiquette les séries, les numéros de série Hmm. de dollars, et donc ils savent globalement, ces gens, ils savent globalement la circulation, Qui comment prend quoi? l'argent, où et donc, par conséquent, je pense que si ça tenait à s'élargir un tout petit peu sur
une assiette plus large de personnes et d'entreprises, ben là, ça va avoir des conséquences assez importantes en ce qui concerne que ce soit l'entrée de l'argent au Liban, par des voies, bien entendu, légales, mais aussi au niveau de tout ce qui est surveillance des transactions avec le Liban. Même si on n'est pas concerné par les sanctions, on va être plus surveillé. Et je ne sais pas si on peut mettre ça dans un cadre politique, faire plus de pression sur le Liban pour qu'il y ait des accords politiques, etc. etc. Donc, ça, c'est aussi un clair. sujet qui a besoin d'un certain nombre de spécialistes pour le répondre. Ma dernière question, donc on parle de sanctions, on parle d'un budget sans réforme, sans unification du taux de change, la contrebande continue, l'évasion fiscale, etc. Quels sont les scénarios possibles au niveau du taux de change qui est stable depuis plus qu'un an? Alors, la livre libanaise n'est pas utilisée dans l'économie. Et donc, c'est pour cette raison, il n'y a pas de problème en ce qui concerne le taux de change actuellement. En revanche, si on venait à limiter la quantité de dollars qui entrent dans l'économie libanaise, ben là, il va y avoir un manque de dollars. Et dans ce cas, obligatoirement, on va avoir un problème au niveau du taux de change, puisque le gouvernement va payer ses employés en livres libanaises. Et ça, il va y avoir, en fait, une masse monétaire en livres libanaises assez importante. L'idée de base, c'est que je pense aussi avec la liste grise, on va avoir quelques complications et plus, je dirais, quelque part de temps pour avoir l'argent, que ce soit par les transferts des expatriés ou autre chose. Donc, l'idée de base, c'est de dire, tant que vous n'avez pas nettoyé votre système donc de l'argent cash, il va y avoir un vrai problème au niveau du taux de change. Et la situation de stabilité actuelle, c'est une stabilité temporelle. On ne peut pas rester dedans trop longtemps, surtout si la communauté internationale, comme le fait maintenant, commence à nous mettre sur la liste grise, à imposer des sanctions sur des entreprises et des personnes. Et bien entendu, demain, peut-être, on ne sait pas, il va y avoir des problèmes en ce qui concerne l'importation. On ne va pas importer facilement, etc. etc. Donc, c'est des complications assez importante. Je ne sais pas si la classe politique se rend compte de la complexité de la situation. Et c'est vraiment parce que les décisions ne sont pas à la hauteur. Les décisions du gouvernement concernant le travail avec le cash dans les transactions économiques ne sont pas à la hauteur. Bien voilà, le professeur d'économie à l'université libanaise, Jassem Aja. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, merci pour votre invitation, c'est un honneur. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.